enlevez le masque, arrêtez de faire semblant et soyez vous-même, parce que la clé pour bien vivre en étant autiste, c'est de démasquer. Si vous êtes autiste ou en questionnement sur votre autisme et que vous avez passé plus de 10 minutes sur internet, on vous a forcément déjà servi ce genre de phrase. Moi en tout cas, on me l'a déjà dit, que c'était important de démasquer, et puis c'est vrai que ça m'est arrivé aussi de le dire à d'autres. Et pourtant à chaque fois que je vois ce genre de conseils passer, il y a un truc qui me dérange, quelque chose qui me semble pas juste. Et un jour, je me suis rendu compte que ce truc qui me semble pas juste, c'était un truc sur lequel j'avais déjà réussi à mettre des mots, mais c'était il y a plus de 10 ans, et c'était pas du tout à propos d'autisme. C'était dans une salle de TD à la fac, devant une phrase de Karl Marx. Le tout premier cours de philo que j'ai eu à la fac, c'était un cours sur les manuscrits de 1844 de Karl Marx, qu'on appelle aussi les manuscrits de Paris. Je connaissais pas vraiment Karl Marx à l'époque. Alors évidemment, j'avais entendu parler du bonhomme, je savais que c'était un auteur qui avait eu un assez gros impact sur pas mal de trucs qui m'intéressaient déjà à l'époque, mais moi, à ce moment-là, je sortais du lycée et j'avais la tête pleine de littérature du 19e siècle et de Bourdieu en version prédigérée. Pour vous donner une idée, quand j'entre à la fac, le 3615 Usul est fini depuis 6 mois et l'épisode de Mes chers contemporains sur Frédéric Lordon sortira seulement un mois après. Donc bref, je prends ce cours sans trop savoir à quoi m'attendre et sans savoir que le prof qui l'anime, c'est pas n'importe quel prof. Dans beaucoup d'universités, il y a ce genre de prof un peu mythique, voire carrément idolâtré, au point que les gens se battent pour s'inscrire à leurs cours les premiers au moment des inscriptions au début du semestre. Et au point même d'ailleurs que celles et ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire à temps finissent quand même par y aller et à s'asseoir par terre ou à écouter debout au fond de la salle. Et dans la fac à laquelle j'allais, ce prof-là, c'était Pierre Zawi, un philosophe spécialiste de Spinoza. D'ailleurs, c'était peut-être justement parce qu'il était spinoziste que Pierre Zawi avait choisi de nous faire passer Marx par les manuscrits de 1844 plutôt que par le Capital. Avec le recul, je me rends compte que c'est dans ce livre-là qu'on a un Marx qui est le plus proche de Spinoza, celui de la puissance d'agir et de l'aliénation comme amputation de cette puissance. Et donc pas vraiment un Marx plus tardif et plus scientifique comme celui du Capital. Et puis surtout, il y a un gros point commun entre les manuscrits de 1844 et l'œuvre de Spinoza, c'est que les deux sont un calvaire à lire. Je veux dire, quand on le voit, c'est pas très impressionnant, c'est pas bien gros, c'est à peine plus de 200 pages, mais concrètement, c'est 200 pages pendant lesquelles il faut s'arrêter pendant 1 heure sur chaque phrase, pour espérer en tirer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a fait pendant tout le semestre. Et le cours qui m'a le plus marqué, c'est celui dans lequel on s'est arrêté sur cette phrase. Vous allez voir, je vous ai pas menti, je vous lis la phrase. Il s'ensuit que chez Hegel, la négation de la négation n'est pas l'affirmation de l'être véritable précisément par la négation de l'essence illusoire, mais la confirmation de l'essence illusoire ou de l'essence aliénée à soi dans la négation, ou encore de la négation de cette essence illusoire en tant qu'essence objective, résidant en dehors de l'homme et indépendante de lui, et sa transformation en sujet. Oui, peut-être. Bon, donc on est d'accord, là normalement vous avez rien compris. Ce que je viens de vous lire, c'est une phrase issue d'un passage du 3e manuscrit. Elle arrive à l'aboutissement de toute une réflexion dans laquelle Marx règle ses comptes avec Hegel. En gros, il lui reconnaît un truc important à Hegel, c'est d'avoir vu que l'humain se fabrique lui-même par le travail, et donc se fabrique en passant par ce qui le dépossède. Mais il lui reproche en quelque sorte d'avoir trop psychologisé ou spiritualisé le parcours à travers lequel l'homme se construit, et de ne pas avoir vu que ce parcours il est déterminé par des rapports sociaux et économiques concrets. Alors, je sais que c'est pas clair. En fait, le concept qui est censé synthétiser tout ce désaccord entre Marx et Hegel, c'est celui qui se trouve au cœur de la phrase que j'ai citée, le principe de la négation de la négation. Et cette foutue négation de la négation, peu importe dans quel sens Zawi nous la tournait, personne dans la salle n'y comprenait quoi que ce soit. Et en voyant à quel point on était largué, Zawi il a décidé de poser son bouquin sur le bureau et de nous demander un truc tout bête. À ce moment-là, il nous demande d'imaginer un immeuble. Faites pareil, parce qu'il faut suivre le truc. Vous imaginez un immeuble, donc. Une vieille bâtisse avec une façade défraîchie, abîmée et qu'il faudrait entièrement refaire. Pour faire les travaux, on doit monter des échafaudages tout autour. Et du coup, au moment où on le fait, l'immeuble il va disparaître. On ne voit plus l'immeuble parce qu'il est recouvert, il est avalé sous des tubes, sous des bâches et sous des filets de chantier. Et puis un jour, les travaux se terminent et puis on démonte. On enlève les échafaudages. Et ce qui apparaît derrière, c'est pas l'immeuble d'avant. C'est-à-dire que c'est le même immeuble, et en même temps, c'est plus tout à fait le même immeuble. Parce qu'il a une façade qui est complètement neuve. Il est passé par quelque chose dont il a gardé une trace. L'échafaudage, c'est la négation de l'immeuble, et si l'échafaudage, c'est la négation de l'immeuble, c'est ce qui vient nier l'immeuble, l'immeuble tout neuf, c'est la négation de la négation. Et c'est vrai que je trouve que là, avec cette bête image de chantier, on n'a plus besoin de rester bloqué 1 heure sur la phrase, parce que tout d'un coup,
on voit. Ce qu'on voit, c'est un voyage, un truc qui part de son état de départ, qui se perd derrière ce qui le recouvre, et qui revient à lui-même, mais transformé. Et donc ce voyage et cet immeuble, c'est exactement ce que Hegel et Marx étaient en train de se disputer dans cette phrase. En gros, pour Hegel, on n'a pas de soi, on n'a pas une personne toute près rangée à l'intérieur de nous dès la naissance. Tant qu'on reste à l'intérieur de soi, qu'on n'a jamais été confronté d'une façon ou d'une autre au monde extérieur, on n'est rien de précis, ou juste une vague intention à la limite. Pour devenir quelqu'un, il faut sortir de chez soi, produire quelque chose qui puisse exister en dehors de nous, un texte, une vidéo, un burger, peu importe. Et Hegel nous dit que le plus important, c'est ce qui se passe après avoir fait quelque chose. Cette chose qu'on a faite, une fois qu'elle est là, elle existe toute seule et elle nous fait face. Et même souvent, elle nous surprend, c'est-à-dire qu'on la regarde et on se dit « Ah tiens, c'est moi qui fais ça ». Un petit peu comme quand vous vous enregistrez et puis vous écoutez votre voix et puis vous la trouvez bizarre. Quand vous faites ça, vous vous découvrez à travers ce que vous avez produit, comme si vous vous voyiez depuis l'extérieur pour la première fois. Et c'est au moment où on se repose à l'intérieur, et donc on n'est plus en train de produire dehors, mais de se reconnaître dans la chose qu'on a produite, qu'on peut se dire pour la première fois « Oui, c'est bien moi, c'est ma voix, elle ressemble à ça ». Donc pour Hegel, on ne devient pas soi en fouillant à l'intérieur de soi, on le devient en sortant, en se regardant à travers ce qu'on a fait et en se reconnaissant dedans. Et l'immeuble, c'est exactement ça. L'immeuble qui disparaît derrière les tubes, c'est nous quand on se perd dans ce qu'on produit. Et la façade transformée, c'est nous quand on en revient. L'humain ou la personne, c'est pas un petit noyau tout fait qu'on aurait depuis le début et qui suffirait de révéler au monde. C'est quelque chose qui se fabrique dans un mouvement. Sortir de soi, se perdre dehors, et revenir à soi, transformé. Et en soi, Marx, il est d'accord avec tout ça, et il le dit même assez clairement. Mais comme on vient de le dire, il lui fait quand même un reproche. En fait, Marx nous explique que chez Hegel, tout ce mouvement, sortir de soi, se perdre et revenir transformé, il se passe entièrement dans la tête. Que c'est de la conscience qui se réconcilie avec elle-même, bref, que c'est purement de la psychologie qui ne regarde pas le monde réel. Et justement, Marx, ce qu'il veut, lui, c'est de dépasser ce genre de truc. Et donc il lui dit « Ok Hegel, mais viens, on reprend tout ça calmement, mais dans la vraie vie ce coup-ci. Parce que dans le monde réel, ce qu'on produit, ça nous revient rarement tout gentiment pour qu'on puisse se reconnaître dedans. Des fois, ça nous échappe, et ça nous échappe pas qu'un peu. Alors évidemment, l'exemple parfait pour Marx, c'est le travail. Quand on travaille, on produit de la richesse avec son temps, avec son énergie et avec son corps. C'est-à-dire qu'un ouvrier ou une ouvrière fait exactement ce dont parle Hegel. C'est une personne qui va produire et donc se mettre dans ce qu'elle fait. Sauf que ce qu'elle fabrique, ça lui revient jamais. Ce que l'ouvrière ou l'ouvrier produit, ça ne lui revient pas. Ça s'accumule en face de cette personne-là, mais ça devient toujours la propriété de quelqu'un d'autre. Et en tant qu'ouvrier ou qu'ouvrière, plus on produit et plus cette chose elle grossit et plus elle pèse sur nous, au point qu'on se retrouve à dépendre d'elle, à devoir se vendre pour vivre. Le résultat de tout ça, c'est qu'on finit par être au service de ce qu'on a fabriqué. Et ça, c'était pas du tout le programme de Hegel. Parce que là, pour le coup, se reconnaître dans ce qu'on a produit, c'est-à-dire se dire dans sa tête « Ah bah oui, c'est bien moi qui ai fabriqué ça », ouais, ça libère de rien du tout. Ça ne construit pas une personne. Parce que le problème, c'est pas de revenir à soi et d'annuler la séparation entre soi et la chose produite par le fait de se reconnaître dedans, comme le disait Hegel. Le problème, c'est qui possède l'usine, qui possède la richesse, et qui dépend de qui pour manger. C'est pas un problème qui se règle en réfléchissant mieux, c'est un problème qui se règle en changeant qui possède quoi. Donc voilà ce que fait Marx, il prend tout le parcours de Hegel, sortir de soi, produire puis se reconnaître dans ce qu'on a produit, et il montre que dans la vraie vie, pour la plupart des gens, ce voyage, il boucle pas. On sort de soi, et puis on revient jamais. On ne peut jamais revenir parce que quelqu'un d'autre a gardé ce qu'on a produit. Et le pire, c'est que plus on est sorti de soi pour produire cette chose, plus la puissance étrangère à nous, celle qui nous demande de le faire, elle grossit. Et plus elle grossit, plus on se retrouve diminué, dépendant, et par définition, aliéné. Pour reprendre l'image de l'immeuble, imaginez que les échafaudages, ils soient pas à lui. Imaginez que les échafaudages, ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Et qu'en l'occurrence, ils appartiennent à une entreprise qui continue d'encaisser de l'argent au fur et à mesure que la façade se refait. Bon bah, à ce moment-là, par définition, cette entreprise-là, elle a aucun intérêt à démonter les échafaudages. C'est-à-dire que le contrat lui dit que tant que les échafaudages sont là, elle peut continuer d'extraire de la richesse de l'immeuble. L'entreprise à qui on a proposé de refaire la façade de l'immeuble, elle, son but, c'est d'avoir toujours des échafaudages autour de l'immeuble. Elle s'en fiche du résultat à la fin. Tant que les échafaudages sont là, elle se fait du blé. Et le résultat de tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec un chantier permanent, monté autour de l'immeuble, donc de vous, et qui est tenu par d'autres. C'est exactement ça qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation, c'est quand ce qu'on construit, ce n'est pas notre individualité, mais c'est la chose qui va nous dominer et nous empêcher d'en avoir une. Cette image de l'immeuble, depuis le cours de Pierre Zawi, je l'ai jamais oubliée. Et des années plus tard, quand j'ai commencé à bosser sur l'autisme, commencé par le mien, j'ai commencé à voir la fameuse expression apparaître un peu partout.
Unmasking Autism. Démasquer l'autisme, enlever le masque, arrêter de faire semblant, être nous-mêmes. Et moi, à chaque fois, je repensais à ces échafaudages. Parce que un masque, au fond, c'est quoi? C'est une version de nous qu'on a fabriquée petit à petit sous le regard des autres pour tenir dans un monde qui n'était pas fait pour nous. C'est quelque chose qu'on a produit en sortant dans le monde. Ça veut pas forcément dire que c'est jamais bien, mais le problème, c'est que ce qu'on produit, vous commencez à comprendre maintenant, c'est que des fois, ça nous échappe et ça finit par nous opprimer. Et enlever le masque et soyez vous-même, sur le papier, c'est une phrase qui est pleine de bonnes intentions. J'ai moi-même pu tenir des discours qui y ressemblaient. J'essaie de garder une posture critique de ce genre de discours, mais c'est difficile parce que beaucoup des réflexions autour des enjeux qui concernent l'autisme se sont structurées autour de ce modèle de masque. Sauf que si on le prend vraiment au sérieux, ce modèle, si on le déplie vraiment, eh ben on se rend compte assez vite qu'il repose sur des choses qu'on avale d'un coup sans même les voir. La première, c'est que si on peut enlever le masque, c'est qu'il y a quelque chose en dessous qui n'est pas un masque. C'est-à-dire qu'il y a un vrai soi, une identité authentique, la vraie, qui serait là depuis le début et qui attendrait juste qu'on la libère. Donc on suppose déjà qu'il existe un soi essentiel, caché sous la surface. La deuxième, c'est que le vrai soi qu'on dissimulerait sous le masque, ce serait l'autisme. Et donc il y aurait l'autisme comme vérité profonde de la personne autiste. Et que donc en mettant un masque, on chercherait à cacher l'autisme parce que ce serait le noyau pur à étouffer pour pouvoir faire bonne figure et survivre à la société. Donc on a ici deux grosses suppositions. D'abord qu'on a un soi essentiel, et ensuite que ce soi essentiel, c'est l'autisme. On nous tend cet enchaînement logique comme une évidence, et on nous tend cette évidence comme une promesse de libération. Et moi, encore une fois, tout ça, ça me gêne. Et ça me gêne parce que j'arrive pas à m'empêcher de revoir ces putains d'échafaudages. Et en les voyant, je me dis que cette histoire de masque qu'on retire pour retrouver enfin son vrai visage, c'est peut-être pas du tout ce qui se passe. Peut-être qu'enlever un masque, ça veut simplement dire en enfiler un autre. Et du coup, peut-être qu'en fait, c'est pas qu'elle est fausse, cette histoire de masque, mais c'est que ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est de mettre un autre masque, un masque d'autiste, pour arrêter de porter un masque qui nous blesse. Alors, je dis un masque d'autiste, et je sais comment cette expression va sonner pour beaucoup d'entre vous. Il y a des gens qui se disent certainement, ça y est, Za va nous expliquer que l'autisme, en fait, ça existe pas, ça non plus, et que c'est juste une étiquette ou une posture sociale. Et non, hein, c'est exactement l'inverse. Qu'on soit clair sur un truc, hein. Les néons ou les écrans cathodiques qui font un bruit électrique aigu que la plupart des gens entendent même pas, les étiquettes de vêtements qui peuvent rester un supplice à travers toute la journée au point de nous faire passer à côté d'elles, les objets qui se retrouvent spontanément dans les mains et qu'on tripote intensément quand on a besoin de se concentrer ou que l'angoisse monte. Bon, tous ces trucs-là, c'est pas des choses qu'on choisit de subir le matin en se levant, hein. C'est pas une posture, c'est un corps qui encaisse le monde d'une certaine façon, et qui l'encaisse pareil, qu'on fasse semblant ou pas, voire même qu'on le voit ou pas. Donc on est d'accord, tout ça c'est pas un costume et tout ça c'est pas un masque. Mais tout ça, c'est pas non plus ce qui se cache derrière le masque. Parce que l'autisme, c'est pas la vérité toute nue qui existe depuis la naissance de la personne autiste et qui ne demanderait qu'à être révélée au monde. C'est une notion, un concept, une catégorie, bref, c'est un mot. C'est un mot qui a une date de naissance, qui a changé de définition 3 fois, qui se fabrique encore aujourd'hui d'ailleurs dans les réunions de comité à Washington. Bref, c'est une construction. Et puis là, attention, construction, ça veut pas dire illusion, hein. L'argent, c'est une construction, c'est construit l'argent, c'est des bouts de papier dont on a décidé de façon un peu magique que ça allait valoir quelque chose. Par contre, essayez d'arrêter de payer votre loyer, vous allez voir que c'est pas du tout abstrait, l'argent, hein. C'est bien concret, quand ça vous tombe dessus, ce qui tombe c'est solide. Et là, exactement de la même façon, une catégorie diagnostique, ça peut vous faire obtenir des aménagements au travail ou à l'école, et ça peut vous faire enfermer. Solide, ça aussi. Donc quand je parle de masque social d'autiste, je parle de ça. Le mot, l'image, sa réputation au mot, et puis la façon de se présenter qui en découle. Je parle jamais du corps, hein. Le corps, lui, il joue pas la comédie. Donc revenons à l'idée de démasquer, d'aller enlever son masque pour être soi-même. Cette idée, au fond, c'est l'idée qu'il y aurait un vrai soi, une vraie personne déjà là, déjà finie, et qui attendrait juste qu'on la sorte. Sauf qu'on vient de passer 10 minutes à se faire dire précisément le contraire par des philosophes allemands qui nous expliquent qu'il n'y a pas un petit noyau d'origine planqué à l'intérieur. Hegel, au grand maximum, il nous accorde une vague intention. L'immeuble tout pourri, tout délabré du début, là, il n'est qu'une seule chose, c'est l'intention d'être transformé en vrai immeuble. Donc derrière le masque, il n'y a pas un visage d'avant à retrouver. Par contre, si Marx a raison jusqu'au bout, eh ben ça veut dire que c'est pas non plus complètement absurde de proposer qu'il faudrait se débarrasser d'un certain type de masque. Parce que le masque, lui aussi, c'est une chose qu'on a produite en sortant dans le monde. Souvenez-vous de ce que promettait Hegel. On produit un truc, on se reconnaît dedans, on se réconcilie avec et on revient à soi grandi par la réconciliation entre ce qu'on a fait à l'extérieur et notre intention. Chez Hegel, la boucle, elle se ferme.
Par contre, ce qui est intéressant chez Marx, c'est que lui, il nous dit justement que la boucle, la plupart du temps, elle va pas se refermer. Et que d'ailleurs, pour l'ouvrier, la boucle, elle se referme jamais, parce que ce qu'il produit, on lui prend. Ça part servir le patron. C'est-à-dire qu'il a beau fabriquer de ses mains des trucs, et ils sont plus à lui, les trucs, il peut pas se réconcilier avec. Le masque, c'est rigoureusement la même histoire. Sauf que c'est pas une usine qui nous fait produire la chose, c'est la scène sociale. Pour répondre à la nécessité de tenir dans un monde qui n'était pas fait pour nous et qui était prêt à nous violenter, à nous punir si on se conformait pas à ses exigences, on a dû se mettre à fabriquer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une performance, une version de nous qui convient à ce monde, qui regarde bien dans les yeux quand il faut, qui rit au bon moment, qui laisse pas ses mains bouger dans tous les sens, qui ne parle pas de son étiquette de pull ou de ses chaussettes, et qui dit automatiquement ça va, quand on lui demande si ça va. Cette version de nous, on l'a produite à la sueur de notre front pendant des années, et toujours sous et pour le regard des autres. Parce que cette performance, exactement comme le travail de l'ouvrier, elle ne nous revient jamais. Elle n'est pas à nous, parce qu'elle appartient au regard qu'il a commandé. C'est-à-dire que c'est littéralement une commande au sens le plus artisanal du terme. Elle ne sert pas à nous construire, elle sert à rassurer les autres, à faire tourner la machine sociale sans accroc et à entretenir une idée de ce qui serait normal. Bref, notre performance est un service vendu par nécessité, par survie, à la structure qui nous a demandé de le fournir. Exactement comme la force de l'ouvrier est vendue au patron. Et donc on est exactement dans un des endroits où Hegel n'est pas foutu de tenir sa promesse. On ne peut pas se réconcilier avec ça, on a beau se reconnaître dedans, se dire oui c'est moi qui souris, c'est moi qui tiens le coup et c'est moi qui fais bonne impression, ça nous rend rien, ça ne nourrit pas une image habitable de nous. Et plus on entretient cette structure, plus elle grossit et plus elle pèse, et puis on finit nos journées vidées d'avoir eu à la porter. C'est ça, le masque qui blesse. C'est pas un objet étranger collé par-dessus un vrai visage, c'est un bout de nous qu'on a produit sous la contrainte et qui s'est retourné contre nous parce qu'il appartient à d'autres. C'est véritablement de l'aliénation. Et comme dans toute forme d'aliénation, le pire c'est ce que ça nous prend. Parce qu'on pourrait croire qu'on nous a juste volé du confort, du temps et de l'énergie, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que le masque, il n'est jamais juste un masque. Il est toute une personne, notre personne. Personne d'ailleurs, ce mot-là il vient du latin persona, qui veut dire le masque. Le masque de théâtre, le vrai, celui qu'on se fout sur la gueule pour jouer des pièces. Erving Goffman, qui reprenait ça à un autre sociologue, Robert Park, disait que le rôle qu'on s'efforce de tenir, celui qu'on voudrait être, c'est ça notre visage le plus vrai. Il n'y a pas de figure cachée qui serait la vraie. La figure, c'est le rôle. Le rôle qu'on tient devant ses collègues, le rôle qu'on tient devant sa famille, devant sa boulangère, et puis même le rôle qu'on tient quand on est assis sur les toilettes, le pantalon aux chevilles, et qu'on doit répondre au téléphone. Il n'y a pas un vrai visage qui attendrait en dessous de la pile de toutes ces contraintes dramaturgiques. Toute la pile, c'est nous. Donc ce qu'on nous a extorqué en nous faisant produire cette performance, c'est pas le choix du déguisement, c'est notre visage. On nous a dépossédés de notre propre tête. Et ça doit retourner la façon dont on regarde et dont on parle de quelqu'un qui souffre de ce masque. Parce que le réflexe, c'est de lui dire de creuser, d'aller retrouver son vrai moi qui est en dessous. Sauf qu'il n'y a pas de vrai moi en dessous. Le masque, c'est pas un truc qui s'est collé tout seul par-dessus un autre truc, c'est un truc que le monde lui a fait produire. Goffman le disait déjà, il disait que pour comprendre quelqu'un, on commence par le dehors, pas par le dedans. On regarde ce qui, autour, a passé commande. Comment la scène sociale a distribué puis organisé les rôles. C'est-à-dire que la bonne question, c'est jamais de demander pourquoi est-ce que tu portes ce masque, mais quel est le regard qu'on a porté sur toi qui a produit ce masque. Ce qui fait que quand on fait exactement l'inverse de ça, quand on dit à quelqu'un « arrête de masquer, apprends à être toi-même », et même si on le fait avec de très bonnes intentions, on rend pas service à la personne, ou en tout cas pas toujours. Parce que cette phrase, elle fait comme si la personne, elle avait fabriqué son masque toute seule dans son coin et que c'était presque son choix à elle. Comme si quelque part c'était sa faute, comme si c'était son validisme intériorisé qui lui avait fait s'interdire de se comporter de telle ou telle façon. Et le résultat, c'est que si la personne galère à arrêter de masquer, si elle y arrive pas, la conclusion qu'elle se fera forcément, c'est qu'elle se braque, qu'elle est trop accrochée à son masque et qu'elle y met de la mauvaise volonté. On parle d'une personne qui porte un masque qui a été forgé par le regard des autres, par le rejet, par les moqueries, par les punitions et par le besoin de tenir. Et on dit à cette même personne, refais-toi un vrai rôle, mais ce coup-ci un rôle à toi, hein. Comme si ce nouveau rôle social, elle allait pas le jouer devant les autres. Comme si on pouvait s'inventer un rôle social qui répond aux attentes de personne.
Mais un rôle, ça se joue toujours devant quelqu'un. Lui demander de jouer un rôle que personne lui a commandé, un rôle sans public, c'est lui demander de monter sur scène pour jouer dans une salle vide. Et à ce moment-là, c'est plus un rôle, c'est plus rien. Et c'est important de regarder ce que ça produit chez les gens, de leur dire des trucs comme ça. La personne, on l'a balancée dans un monde qui a exigé d'elle qu'elle se planque pour survivre. Et maintenant qu'elle s'est planquée et que ça l'a épuisée, on se tourne vers elle et on lui dit que le problème, c'est elle, et que la solution, c'est encore elle. Et pendant ce temps-là, on ne demande jamais à son environnement d'arrêter de réclamer toujours plus de masques. D'autant plus que l'autre problème, qui est pas des moindres, c'est que quand on dit à quelqu'un d'enlever son masque, c'est qu'a priori on a quand même, ou qu'on pense quand même avoir une idée de ce qu'il va trouver en dessous. En tout cas, la personne qui se l'entend dire, c'est forcément ce qu'elle va finir par comprendre, elle va forcément finir par se poser la question de ce qu'il y a en dessous de son masque. Si le but c'est de lui faire adhérer au principe qu'il y a un truc sous le masque, il s'agirait de savoir ce que c'est ce truc. Et là justement, le discours du démasquage, il a une réponse toute prête. C'est l'autisme. Sous le masque, le vrai vous, le fond de qui vous êtes, ce serait votre autisme. Ça peut vous paraître bizarre, mais pour les personnes concernées, cette réponse, elle est assez évidente en fait, et en réalité, elle est même plutôt satisfaisante. Et pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler un moment que beaucoup de gens connaissent, et c'est le moment du diagnostic. Vous avez peut-être 25 ans, 30, 35, allez, 40 ans, et vous avez passé votre vie à vous sentir à côté de la plaque, à ramer pour des trucs qui ont l'air faciles pour tout le monde, et à vous demander ce qui cloche chez vous. Et un jour, dans un cabinet, après des questionnaires, des grilles, des entretiens, quelqu'un pose un mot. Autiste. Et d'un coup, tout s'éclaire, toute votre vie se relie autrement. C'est pas que vous étiez nul, ou fainéant, ou cassé, c'était juste ça, c'était ça depuis le début. Et très souvent, c'est un soulagement énorme, il y a beaucoup de gens qui en pleurent, parce que ce que ça soulage, c'est un vertige existentiel. On peut enfin se dire, voilà qui je suis vraiment. Et ce soulagement, il est réel. Je vais pas venir vous expliquer qu'il faudrait pas le ressentir, ou que ce serait pas un sentiment légitime. Recevoir ce mot, ça change véritablement la vie. On arrête de se croire défaillant, on relit toute son histoire, on tombe sur d'autres gens comme nous et on peut enfin demander des aménagements. Tout ça, c'est extrêmement précieux. Et c'est pas ça que je questionne. Ce que je questionne, c'est le pas de trop qu'on fait juste derrière sans s'en rendre compte. Voilà qui je suis vraiment. Regardez bien cette phrase. Ce qu'on vient de recevoir, c'est une réponse à la question « Pourquoi j'ai galéré comme ça ?» Et ce qu'on en fait, c'est une réponse à la question « Qui suis-je ?» C'est pas du tout la même question. Et c'est surtout pas le même genre de mot qui peut répondre aux deux questions. Parce que ce mot, il vient pas de l'intérieur de vous, il est pas remonté de vos tripes, il vient d'un manuel, d'un gros bouquin écrit par des comités de psychiatres révisés tous les 10 ou 15 ans avec une liste de critères et des cases à cocher. C'est une catégorie. C'est un tiroir dans lequel on range des gens pour s'y retrouver. Un truc qu'on vous applique du dehors, pas une vérité pure qui vous est révélée sur votre nature profonde. C'est là qu'on risque toujours de se faire avoir, parce qu'on prend ce mot qui nous tombe dessus du dehors, cette case dans un classement, et on le replante à l'intérieur, tout au fond, comme s'il avait toujours été là. Comme si c'était notre noyau. On passe de « y a un vrai moi quelque part » à « ce vrai moi, c'est mon autisme ». Et l'air de rien, ni vu ni connu, on a transformé une case administrative en âme. Et en faisant ça, on se met à reproduire le geste de la psychiatrie qu'on déteste, celle qui, il n'y a pas encore si longtemps que ça, voyait l'autisme comme une maladie. Parce que son geste à cette psychiatrie-là, c'était de tout expliquer par l'autisme. On a du mal en société, c'est l'autisme. On est doué pour un truc, c'est l'autisme. On est fatigué, c'est l'autisme. Une fois le mot posé sur quelqu'un, c'est plus une personne avec une histoire, des goûts, des contradictions, c'est un cas. C'est un tableau symptomatique cohérent, et tout ce que cette personne est passe par ce seul filtre. Le modèle du démasquage, en voulant faire exactement l'inverse, en voulant qu'on soit fier de notre autisme au lieu d'en avoir honte, et là il garde la même idée de départ, l'idée qu'on a une nature autiste plantée au fond de nous, et que c'est ça le vrai nous. Et en fait, il a juste retourné le jugement. Avant, on disait « c'est une tare, c'est une psychose, il faut se soigner ». Et maintenant, on dit « c'est ta vérité, et il faut que tu la montres pour vivre en harmonie avec elle ». Mais dans les deux cas, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé qu'au fond de nous, il y avait une nature autiste, et que c'était ça l'essentiel de nous. Et c'est ça, et rien que ça, que je questionne ici. Pas le fait de se dire autiste, le fait de prendre un mot et d'en faire le noyau qui expliquerait toute une personne au point qu'on considère comme irrationnel tout ce qui viendrait se superposer dessus. Et puis, si on en revient à Marx, on comprend que même ce sentiment-là, le fameux « je suis autiste et c'est ça le fond de mon être », il sort pas de nulle part, il se fabrique. Il se fabrique le jour du diagnostic, en lisant des choses, en rencontrant d'autres personnes autistes, en se reconnaissant dans leurs histoires. C'est évidemment, encore une fois, un truc qu'on produit en sortant dans le monde et en revenant. C'est pas un truc qu'une bonne fée serait venue nous annoncer au-dessus de notre berceau, genre celui-là ce sera un autiste. Un exemple très parlant de tout ça, c'est celui d'un militant autiste anglais, Kieran Rose. En 2018, il co-lance avec d'autres militants et militantes autistes une campagne en ligne qu'il appelle #TakeTheMaskOff.
enlève le masque. Et cette campagne, elle marche super fort, elle tourne partout dans le monde, et c'est à peu près mot pour mot le discours qu'on est en train de regarder. Sauf que 5 ans plus tard, le même Kieran Rose coécrit un bouquin entier sur le masking avec la chercheuse Amy Pearson. Et dans ce bouquin, il revient sur sa propre campagne, et il se rend compte qu'en fait, le « enlève ton masque », eh ben c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il se rend compte que le masque ne tombe pas comme le voile qui cache le visage de la mariée, et surtout, il se rend compte qu'il avait oublié un truc qui a quand même sa petite importance, c'est que demander d'enlever le masque, bah c'est facile à dire quand on est un mec blanc. Parce que quand on est un mec blanc, dévoiler sa différence au monde, il y a assez peu de chances que ça nous amène à nous faire tabasser. Pour les personnes autistes racisées particulièrement, le masque, c'est pas toujours irrationnel et c'est pas toujours une prison. Bien souvent, c'est même une protection. Et comme ça, c'est un sujet qui mérite quand même un peu mieux qu'une parenthèse ici, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo parce qu'elle y est entièrement dédiée. Alors moi, je trouve ça très chouette qu'il ait fait ça, Kieran Rose. Il se renie pas dans ce livre-là, il est juste honnête intellectuellement sur ce qu'il a fait et ce qu'il en pense aujourd'hui. Mais faut quand même prendre le temps de bien mesurer les dégâts que cette campagne a fait. Parce que cette campagne, elle a eu énormément d'influence sur la manière dont les personnes autistes parlent d'elles-mêmes sur les réseaux, et donc sur la manière dont elles conseillent aux autres de parler d'elles et de vivre. C'est vraiment important de regarder ce qu'on fait quand on promet à quelqu'un qu'il suffit d'enlever le masque pour que ça aille mieux. On lui présente ça comme un truc simple, accessible, une formalité presque, on lui dit démasque et tu te retrouveras, sauf que derrière cette promesse pleine de douceur, ce qui attend la personne, c'est souvent le vertige. Parce que on demande à la personne de retrouver son vrai visage. Et donc du coup, elle va se mettre à chercher son vrai visage. Mais le problème, c'est qu'elle trouve pas. Évidemment qu'elle trouve pas, on vient de passer 10 minutes à voir qu'il y avait rien à trouver. Mais elle le sait pas qu'il y a rien à trouver. Et donc elle a juste l'impression de chercher, de fouiller en elle, et de ne tomber que sur du vide. Et de ce vide, elle tire la pire conclusion possible, que si elle trouve pas sa vraie identité, c'est juste qu'elle en a pas, qu'elle est creuse en somme, qu'elle a pas de personnalité, elle a pas de fond, elle a rien. Et cette peur d'être vide à l'intérieur, c'est pas un truc rare, c'est une des angoisses les plus répandues et les plus terribles qui soient. Et donc on a pris une promesse de libération, et on l'a transformée sans le vouloir en une machine à faire se sentir vide des gens qui allaient déjà pas bien. En fait, avec le recul, je me dis que cette promesse, elle est construite exactement comme un discours de développement personnel. Vous savez, le mec, souvent un homme, souvent blanc, souvent à l'aise, qui vous explique que lui, il a réussi, et donc que vous pouvez réussir aussi. Sauf que évidemment, s'il a réussi, c'est en partie parce que les planètes, elles étaient alignées pour lui, mais ça, il en tient pas compte. Bref, le discours classique du mec privilégié qui voit les autres galérer et qui se dit que son cas particulier une très bonne opportunité pour donner des conseils à l'univers tout entier. Le discours sur le démasquage rejoue exactement les mêmes mécanismes, mais juste à l'envers. Le développement personnel classique, il vous dit « j'ai réussi à performer, faites comme moi ». Et le démasquage, il vous dit « j'ai réussi à arrêter de performer, faites comme moi ». Ça a l'air opposé quand on le formule, mais c'est pas tellement différent. Quelqu'un pour qui ça a marché dans sa situation à lui transforme sa réussite en mode d'emploi pour tout le monde. Et le problème, c'est que la mécanique, quand elle est comme ça, elle a toujours le même angle mort, et c'est le plus vicieux. Si la recette marche pas sur vous, ça peut pas être de la faute de la recette, et donc c'est forcément de la vôtre. Vous l'avez mal appliqué, vous vous êtes pas assez donné, vous vous accrochez à votre masque. En fait, le truc, c'est qu'on vous a vendu quelque chose en vous disant « c'est simple, regardez-moi, j'y suis arrivé », et quand ça rate, du coup, c'est vous qui ramassez. Et encore une fois, tout ça, c'est sans prendre en compte le fait que pour certaines personnes, réussir à exister vraiment, à laisser sortir leurs besoins au lieu de les planquer, ça pourrait carrément les mettre en danger. Alors bon, petite parenthèse, petite précision ici, parce que je voudrais pas être mal entendu sur certains trucs que je dis. Tout ce que je dis ici, ça ne veut certainement pas dire que se reconnaître autiste, c'est rien, ou que c'est un truc qu'il faudrait pas faire. Je pense exactement l'inverse. Se reconnaître autiste, le revendiquer, rejoindre d'autres personnes autistes, c'est souvent vital. Mais c'est une identité qu'on construit et qu'on revendique, pas une essence qu'on déterre, et surtout pas une étiquette devant laquelle on se contente de baisser les bras en disant « bon voilà, c'est ça que je suis et j'y peux rien ». Revendiquer une identité, ce n'est pas abdiquer devant elle. Et c'est là que l'immeuble de Zawi nous rend un dernier service. Parce que la promesse de démasquage, au fond, c'est une promesse de chantier. On démonte les échafaudages et on retrouve l'immeuble d'avant. Sauf que l'immeuble d'avant, rappelez-vous ce que c'était. C'était pas un visage fini qui aurait simplement été recouvert et qui était caché. C'était une bâtisse délabrée qui tenait debout par une seule chose, son intention d'être transformée. La façade intacte qu'on espère libérer en démontant les échafaudages, elle n'a jamais existé, nulle part. Ce qui existe, c'est la façade que les travaux ont produite, avec dedans la trace de tout ce qu'elle a traversé. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, et je crois vraiment qu'il faut pas le présenter comme ça, parce que être un chantier, c'est pas être vide, c'est être en cours. Les gens qui fouillent en eux et qui trouvent pas leur vrai visage, ils ont pas un problème de profondeur. Ils cherchent un objet qui existe pour personne, et que pourtant, vu de l'extérieur, tout le monde a l'air d'avoir trouvé. Et devant un chantier, la bonne question, c'est jamais à quoi ça ressemblait avant. La bonne question, c'est
qui tient les échafaudages? Et celle-là de question, elle n'est pas psychologique. Elle est politique.